Le 13 avril 2004, Arte a diffusé le documentaire Le Grand Complot, réalisé par Antoine Wittkin et Barbara Nessek, et par l'équipe de Doc en Stock, dirigée par Daniel Lecomte. Ce documentaire est un travail de propagande qui a pour objet la cause des attentats du 11 septembre 2001, et son but est de détourner le public de l'hypothèse de l'organisation de ces attentats par des membres du gouvernement américain. En latin médiéval, propaganda signifie littéralement « ce qui doit être propagé ». En 1622, le pape Grégoire XV fonde la Congrégation pour la propagation de la foi, un comité de cardinaux chargé d'observer la propagation du christianisme. Le Collegium Urbanum de Propaganda Fide est créé en 1627 par le pape Urbain VIII pour former des futurs missionnaires chrétiens qui partiraient convertir les peuples du monde à la chrétienté. L'un des pères de la propagande moderne est Edward Louis Bernays. Cet Américain, né en Allemagne en 1891, était un cousin de Sigmund Freud. Il utilisa la théorie psychanalytique de son oncle et la psychologie des foules de Gustave Le Bon pour donner naissance à ce qu'il nomma en 1919 les relations publiques, ou l'art de manipuler l'opinion des gens et de fabriquer le consentement public. Il a exposé en 1928 dans son livre Propaganda sa vision de la propagande et des relations publiques. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. Un conseiller en relations publiques est donc quelqu'un qui, en s'appuyant sur les moyens de communication modernes et sur les formations collectives constituées au sein de la société, se charge de porter une idée à la conscience du grand public. Pour qu'un produit ou une idée soit adopté par le grand public, Bernays organise un événement médiatisé, mettant en scène des intervenants prestigieux et reconnus par le public auquel sa propagande s'adresse. Ces intervenants prestigieux développent des liens psychologiques et subjectifs entre le produit ou l'idée à faire adopter et les schémas inconscients du public. Le public adopte alors le produit, pas parce qu'il a été convaincu objectivement de son bienfait, mais parce qu'il a développé un désir, un besoin subjectif de choisir ce produit. Ce procédé de manipulation psychologique peut être utilisé pour obtenir le résultat inverse, c'est-à-dire la désaffection et le rejet d'une idée ou d'un produit par le grand public. Il y a quelques années, il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique le mot « intérêt » pour qu'instinctivement, des millions de gens lui refusent leur vote, tant ce qu'évoquait ce terme « intérêt » était associé à la corruption. Plus près de nous, le mot bolchevique a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour le détourner d'une ligne d'action. En 1954, Edward Bernays a brillamment illustré ce procédé de manipulation en effectuant un énorme travail de propagande publique pour le compte de la United Fruit Company. En fabriquant l'idée que le communisme était au pouvoir au Guatemala, et en répandant largement cette idée fabriquée dans les médias de masse, Edward Bernays a fait accepter à l'opinion américaine le renversement par la force du président guatémaltais démocratiquement élu, Jacobo Arbenz Guzman, sous prétexte de la lutte anticommunisme. Et il a ainsi permis à la United Fruit Company de conserver ses exploitations bananières privées au Guatemala, qui devint ainsi la première république bananière au monde. Pour déclamer le message de la propagande, sont mis en scène principalement 4 intervenants prestigieux et reconnus par le grand public. Pascal Bruckner, écrivain français, philosophe et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, Nicole Bacharan, historienne et politologue française, professeure à Sciences Po qui a publié de nombreux livres sur l'Amérique et ses relations avec le reste du monde, Philippe Val, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, et Renaud Maric, essayiste et journaliste. Le réalisateur Antoine Wittkin est journaliste dans l'équipe de Doc en Stock et aussi écrivain. Il a écrit en 2005 le livre Les Nouveaux Imposteurs qui reprend le contenu de son documentaire de propagande, et en 2006 un livre de politique fiction intitulé La tentation de la défaite, préfacé par Pascal Bruckner, qui met en scène une escalade de la violence entre l'Union européenne et une nouvelle puissance islamiste montante. On pourrait croire que ces individus sont personnellement peu impliqués dans la cause défendue par la théorie du complot islamiste, mais il n'en est rien. Le Cercle de l'Oratoire est un groupe de réflexion néoconservateur français, créé peu après les attentats du 11 septembre 2001, qui soutient activement la théorie officielle du complot islamiste, les guerres américaines en Afghanistan et en Irak justifiées par le 11 septembre, et l'expansionnisme américain en général. Le Cercle de l'Oratoire a été fondé par André Glucksmann, philosophe et essayiste français, et par Michel Topman, un journaliste qui dirige le service info d'Arte Paris et qui fait partie de Doc en Stock. Antoine Wittkin, le réalisateur du documentaire, et Pascal Bruckner, intervenant prestigieux de ce documentaire, font partie du Cercle de l'Oratoire. Ce groupe de réflexion néoconservateur édite depuis 2006 la revue Le Meilleur des Mondes, sous la direction de Michel Topman. Son comité éditorial regroupe 2 des principaux intervenants, Pascal Bruckner et Nicole Bacharan, et le réalisateur du documentaire Antoine Wittkin. Parmi les sympathisants de ce groupe néoconservateur, on trouve par exemple Bernard Kouchner, et aussi Philippe Val, qui a signé avec d'autres membres du Cercle de l'Oratoire la pétition de soutien à Robert Redeker publiée dans Le Meilleur des Mondes. Le réalisateur du documentaire, ainsi que 3 des principaux intervenants, font donc partie ou sont sympathisants d'un groupe de réflexion néoconservateur, dont le travail consiste à soutenir la théorie officielle du complot islamiste
et s'oppose ainsi directement à la dénonciation d'un complot du gouvernement américain. Parmi les partisans de la théorie du complot gouvernemental, il y a par exemple l'ancien ministre allemand Andreas von Bülow, l'ancien président de la République italienne Francesco Cossiga, l'eurodéputé italien Giulietto Chiesa, le président actuel de l'Égypte Hosni Moubarak, et des milliers d'Américains, anciens généraux de l'armée, anciens membres de la CIA, pilotes, pompiers et professeurs de faculté. Mais pour soutenir la théorie du complot gouvernemental, seul un individu présenté comme un ingénieur à la retraite fantaisiste, Ben Perry, a retenu l'attention de l'équipe de Doc en stock. C'est le 11 septembre que commence le délire de Ben Perry. Pour lui, la vérité est ailleurs. Le 11 septembre est un grand complot organisé par Washington. Depuis, Ben Perry se dissimule derrière des lunettes noires. Il se prend pour un espion version X-Files. Sa mission, débusquer le plan des comploteurs qui contrôlent l'Amérique. Ben Perry est présenté comme un personnage loufoque qui serait un peu dérangé. Il jouerait à l'espion, plein d'imagination et inspiré par les séries télévisées de science-fiction. Nous sommes prévenus juste avant de l'entendre. Attention, écoutez-le, il va dire n'importe quoi. Ce plan devait prendre des années et des années à se mettre en place, sauf si jamais il arrivait un événement exceptionnel qui nous permettrait d'aller plus vite. Et c'est le 11 septembre. C'est le 11 septembre. Donc ils signent leur forfaiture en l'annonçant en avance. Ben Perry fait ici référence au fameux passage du rapport du PNAC publié en septembre 2000, Rebuilding America's Defenses, qui dit textuellement « Le processus de transformation, même s'il apporte des changements révolutionnaires, va sans doute être long, à moins qu'il ne se produise un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. » Cette citation du rapport du PNAC est montée de façon à nous faire croire à une invention de la part de Ben Perry. Mais avec Ben Perry, on n'est jamais sûr de rien. De X-Files, on passe à l'homme invisible, ou au guignol de l'info, c'est selon. Toujours par des références au divertissement et à la télévision, la voix off nous annonce que cet individu délire. Toutes ces élucubrations, Ben Perry les a rassemblées dans un roman, L'empreinte du diable. Publié à compte d'auteur, ce livre compile des bribes d'informations, de purs fantasmes picorés sur Internet. Apparemment le commentaire est formel, Ben Perry aurait inventé tout ce qu'il vient de nous dire. On nous montre ensuite Ben Perry qui fait une intervention assez confuse sur un plateau de télévision. Ça rentre dans le cadre d'un plan qui s'appelle Plan pour un nouveau siècle américain et qui n'est qu'une phase pour essayer de conditionner le public américain et le public international pour justifier des actions. Ben Perry parle directement du PNAC, le projet pour le nouveau siècle américain, et il y fait référence dans son livre. Qu'est-ce que les journalistes de Doc en stock ont à nous dire d'intéressant sur le PNAC ? Comment en arrive-t-on à donner une tribune à Ben Perry dans une émission de débat ? Le PNAC serait donc une invention de Ben Perry, selon l'avis de ce documentaire, réalisé par et avec des néoconservateurs membres du meilleur des mondes. Il est surprenant que Nicole Bacharan, présentée comme une spécialiste des États-Unis, n'ait rien à nous dire sur le PNAC, car la presse anglo-saxonne y fait souvent référence. On trouve ainsi plus de 140 références au PNAC sur le site du New York Times, plus de 150 sur celui du Times Online, plus de 160 sur celui du Washington Post, plus de 90 sur celui du Telegraph et 90 références sur le site du Guardian. Le projet pour le nouveau siècle américain est un groupe de réflexion néoconservateurs américains. Il a été fondé au début de l'année 1997 par deux néoconservateurs extrémistes, William Kristol et Robert Kagan. Le PNAC prône la domination du monde par les États-Unis, domination militaire, géostratégique, économique et idéologique, pour le bienfait de tous. De nombreux hauts responsables de l'administration Bush font partie de ce groupe. Dick Cheney, vice-président des États-Unis, Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, ex-président de la Banque mondiale et secrétaire député à la Défense, Richard Perle, président du Conseil politique de défense, Richard Armitage, secrétaire député à la Défense, Jeb Bush, frère de George Bush et gouverneur de Floride, et d'autres membres importants de l'administration Bush. Le PNAC regroupe donc de nombreux individus qui pourraient faire partie du supposé complot gouvernemental des attentats du 11 septembre, et certains d'entre eux sont directement mis en cause par certains partisans de cette théorie. On trouve sur le site du PNAC deux articles rédigés par des membres du meilleur des mondes. Un article d'André Glucksmann, paru dans le Herald Tribune en 2003, et un article de Bruno Tertré, paru dans Libération en 2004. La revue Le Meilleur des Mondes connaît bien les néoconservateurs extrémistes qui ont fondé le PNAC, William Kristol et Robert Kagan, puisqu'elle y fait référence dans plusieurs de ses articles et dans l'éditorial de son numéro 9. En 2004,